L'hiver 1983 arriva plus tôt cette année-là, s'abattant avec une force inhabituelle sur les Alpes françaises. Les pistes secondaires gelèrent plus tôt que prévu, et les petites bases de fret commencèrent à fonctionner sous forte pression. Parmi elles, une base peu peuplée près de Chamonix reçut des vols sporadiques, presque toujours ignorés par les statistiques plus rigoureuses de l'aviation commerciale. Au petit matin du 17 novembre, un avion cargo moyen se préparait au décollage, dans des conditions incertaines. Il n'y avait aucun passager, seulement 2 membres d'équipage et une cargaison étiquetée « matériel industriel scellé ». Le pilote, Marc Delatour, était connu pour accepter des itinéraires difficiles. Le copilote, Julien Morel, passait son premier hiver dans cette région. La tour de contrôle a enregistré le dernier contact à 03h12. La communication a été brève, interrompue par des interférences atmosphériques. Altitude instable, turbulence, correction de cap. Après cela, le silence. Aucun appel de détresse, aucun crash détecté par radar. Juste la disparition complète d'un avion dans une zone où tout accident laisserait normalement des traces. Débris, incendie, une marque dans la neige. Mais rien ne s'est passé. Les recherches commencèrent dès le matin même. Des hélicoptères survolèrent les vallées, les pentes et les zones difficiles d'accès. Les équipes au sol progressèrent le long des sentiers gelés, bravant des vents glacials et une visibilité quasi nulle. Pendant des jours, rien ne fut trouvé. Une semaine plus tard, l'opération a été réduite. 1 mois plus tard, il était fermé. L'affaire a été classée comme disparition en raison de conditions météorologiques extrêmes. Pour la plupart, ce n'était qu'une tragédie de plus, oubliée dans les archives de l'aviation. Mais pour certains, l'absence totale de traces était incompréhensible. Même une catastrophe ne pouvait effacer à jamais un avion de cette taille. Parmi les rares personnes qui n'ont pas accepté cette explication figurait Élodie Varnier, alors jeune technicienne radio qui travaillait à la station ce soir-là. Elle n'a pas participé directement au dernier contact, mais elle a entendu quelque chose d'étrange sur la fréquence quelques secondes avant la perte du signal. Quelque chose qui n'a jamais été mentionné dans les rapports officiels. Un son métallique irrégulier. C'était comme si quelque chose cognait contre le fuselage, de l'intérieur. Elle l'a mentionné dans un rapport interne. Ce document n'a finalement pas été inclus dans l'enquête finale. Au fil des ans, l'affaire tomba dans l'oubli. Les noms des membres d'équipage disparurent et des conversations. La base fut partiellement désactivée. La neige continuait de tomber, recouvrant de couches successives le silence qui entourait les événements. Jusqu'à l'été 2003. Cette année-là fut marquée par un phénomène inhabituel, des températures supérieures à la moyenne pendant plusieurs semaines consécutives. La glace accumulée en haute altitude commença à se retirer visiblement. Des zones jusque-là intactes laissèrent apparaître des roches, des fissures et des éléments qui n'auraient pas dû s'y trouver. Un groupe d'alpinistes amateurs décida d'explorer un itinéraire peu fréquenté près d'un glacier instable. Le 3e jour de leur ascension, l'un d'eux aperçut une forme sombre émergeant de la glace à quelques mètres du sentier. Au début, il pensait que c'était juste de la roche. Mais la forme était trop incurvée. Lisa Berger, la plus expérimentée du groupe, s'approcha avec prudence. À l'aide d'un piolet, elle dégagea une partie de la glace environnante. Ce qui apparut ne laissa aucun doute. Métal, simple, gris, artificiel. Au fur et à mesure que la glace était retirée, une partie reconnaissable est apparue. Une section de fuselage avec des rivets encore intacts et un fragment de peinture décolorée. Ils ont retrouvé l'avion, ou une partie de celle-ci. Les autorités ont été immédiatement alertées. En quelques heures, la zone a été bouclée. Des équipes spécialisées ont commencé à extraire ce que la glace avait conservé pendant 20 ans. Le premier rapport préliminaire a confirmé. Les numéros de série correspondaient au cargo disparu en 1983, mais quelque chose clochait, tout à fait faux. Le fuselage ne portait aucune trace d'impact. Il n'y avait ni déformation importante, ni signe d'explosion. C'était comme si l'avion avait été déposé là, ou bien il avait atterri.
Cela défiait toute explication logique compte tenu du terrain. À mesure que les enquêteurs élargissaient la zone de fouille, de nouveaux fragments ont commencé à apparaître. Des morceaux d'aile, une partie du compartiment cargo et une porte latérale partiellement ouverte. L'intérieur n'avait pas encore été entièrement exploré, mais ce qui était déjà visible soulevait une question troublante. Si l'avion ne s'est pas écrasé, que s'est-il réellement passé ce matin-là? Et surtout, pourquoi ne l'a-t-on jamais retrouvé auparavant? L'accès à la zone a rapidement été restreint par les autorités françaises. La découverte, initialement considérée comme un vestige archéologique aéronautique, a été requalifiée en enquête sensible après les premières analyses visuelles. L'emplacement exact de l'épave ne figurait dans aucune des projections d'itinéraire plausibles établies en 1983. L'avion était hors de danger. Complètement à côté de la plaque, l'équipe chargée de l'enquête comprenait des spécialistes des accidents aériens, des ingénieurs en structure et des gendarmes. Parmi eux figurait Laurent Bessières, enquêteur expérimenté ayant déjà traité des cas de collision en haute altitude. Il était réputé pour son approche méthodique et sceptique. Il ne se fiait qu'aux preuves matérielles. Mais dans ce cas précis, les preuves ont commencé à se comporter de manière inhabituelle. La glace avait préservé des parties de l'appareil avec un degré d'intégrité exceptionnel. Rivettes sans corrosion, peinture partiellement intacte, traces de maintenance encore visibles. Pourtant, la disposition des fragments ne correspondait pas à un scénario de crash. Aucun débris n'était éparpillé. Les morceaux étaient concentrés en un seul point, comme si l'avion s'était désintégré sur place, ou comme s'il ne s'était jamais désintégré en vol. La porte latérale entrouverte a immédiatement attiré mon attention. Aucun signe d'effraction n'a été constaté de l'extérieur. Le mécanisme d'ouverture semblait avoir été actionné manuellement. À l'intérieur. Alors que l'équipe s'apprêtait à pénétrer dans le compartiment principal, un autre nom est apparu dans le rapport, Élodie Varnier. La quarantaine, elle avait quitté l'aviation et travaillait comme enseignante à Lyon. Malgré cela, elle a été contactée après que quelqu'un a retrouvé son ancien rapport archivé, celui qui mentionnait le son étrange lors de la dernière transmission. Elle hésitait à rentrer. Pendant des années, elle a essayé de se convaincre qu'elle avait mal interprété ce qu'elle avait entendu cette nuit-là. Des interférences, du bruit ambiant, quelque chose de banal. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas le cas. Lorsqu'il arriva sur le site de fouille, le contraste fut immédiat. Le silence des montagnes, le vent qui sifflait sur les pentes, et au milieu de tout cela, ce fragment d'un passé figé dans le temps. Laurent l'a reçu avec formalité. Pour lui, les anciens témoignages étaient utiles, mais jamais décisifs. Pourtant, son insistance l'incita à l'écouter avec une attention particulière. Ce n'étaient pas des turbulences, dit-elle en observant le fuselage partiellement exposé. J'en ai entendu suffisamment pour les reconnaître. Celle-ci s'était rythmée, comme un léger tapotement. Laurent n'a pas répondu immédiatement. Il s'est contenté de le noter. Entre-temps, l'équipe technique a finalement pu accéder à l'intérieur de la soute. L'opération a été menée avec lenteur et précaution afin d'éviter tout dommage structurel après des décennies passées sous la pression de la glace. Lorsque la porte fut complètement ouverte, un air froid et stagnant s'en échappa, non seulement glacial, mais lourd, comme s'il avait été emprisonné bien plus longtemps. Des lanternes illuminaient l'intérieur. Ce qu'ils ont trouvé ne correspondait pas au manifeste de cargaison. Aucun équipement industriel n'était visible. Le compartiment était en revanche occupé par des structures métalliques rectangulaires, parfaitement alignées et fixées au sol. Certaines étaient intactes, d'autres partiellement ouvertes. Aucune identification claire, aucun symbole industriel normalisé. Laurent entra peu après, observant chaque détail. Le système de fixation était professionnel, mais ne correspondait à aucun modèle de véhicule civil courant. Il semblait improvisé avec précision. L'un des techniciens a tenté d'ouvrir l'une des structures scellées. Le métal a mieux résisté que prévu, comme s'il avait été conçu pour le confinement et non seulement pour le transport. Quand il a finalement cédé, le silence qui régnait dans le compartiment a changé.
Ce n'était pas un bruit fort, c'était une absence. C'était comme si tout le monde avait réalisé au même moment que quelque chose clochait, avant même de comprendre de quoi il s'agissait. À l'intérieur de la structure, il n'y avait pas de machine. Il y avait de la place. Assez d'espace pour contenir quelque chose de la taille d'une personne. Mais il était vide. Laurent s'approcha et examina l'intérieur. Des marques sur les murs intérieurs témoignaient d'une usure. Pas récente, mais pas totalement passive non plus. Il y avait eu quelque chose là, et à un moment donné, il a disparu. Dehors, Élodie observait l'agitation grandissante de l'équipe. Le malaise était palpable, même de loin. Elle décida de s'approcher, ignorant les consignes initiales de rester à l'extérieur. Lorsqu'il a finalement regardé à l'intérieur du compartiment, son corps a réagi avant son esprit. Un frisson étrange lui parcourut l'échine. Ce n'était pas la glace. C'était une reconnaissance. « C'est le même son », murmura-t-elle, presque sans s'en rendre compte. Laurent écouta. « Quel bruit ?» Elle hésita, mais répondit « Ce que j'ai entendu cette nuit-là ne venait pas des communications. Cela venait de l'intérieur de l'avion. Le vent s'est levé dehors, projetant de la neige poudreuse contre le fuselage exposé. Un bruit sourd et sec a résonné dans le métal, bref et irrégulier. » Laurent leva les yeux. Ensuite, passons aux structures ouvertes. Pour la première fois depuis le début de l'enquête, il n'avait pas d'explication immédiate, et ça a tout changé. Au fur et à mesure des fouilles, de nouvelles structures ont été mises au jour. Certaines étaient ouvertes, d'autres encore scellées, et l'un d'eux était différent. Il n'était pas vide. La structure qui n'était pas vide attira toute l'attention de l'équipe. Contrairement aux autres, elle restait parfaitement scellée, sans aucune trace d'effraction ni d'usure extérieure. Le métal présentait une légère déformation en surface, comme si une pression s'était exercée de l'intérieur, mais pas suffisamment pour le briser. Laurent a ordonné que personne ne l'ouvre immédiatement. Avant, je voulais tout documenter, mesures, photos, analyses thermiques. Le moindre détail pouvait s'avérer crucial. Or, les données sont commencées à présenter des incohérences. La température relevée pour cette structure précise était supérieure de quelques degrés à celle du reste du compartiment. Ça n'avait pas de sens. Tout y était resté gelé pendant 20 ans. L'un des techniciens a évoqué un défaut de l'équipement. Un autre a apporté un deuxième capteur. Le résultat fut le même, plus chaud. Une petite quantité, mais suffisante pour briser toute logique. Dehors, le temps commençait à changer. D'épais nuages traversèrent les montagnes, réduisant la visibilité et obligeant l'équipe à accélérer le rythme. Le temps était compté, Laurent le savait. Mais il savait aussi qu'ouvrir cette structure sans préparation pouvait signifier perdre des réponses, ou pire encore, créer de nouveaux problèmes. Pourtant, quelque chose avait déjà changé au sein de l'équipe. L'attention ne provenait plus seulement du mystère de la disparition. C'était quelque chose de plus immédiat, de plus physique, quelque chose de présent. Élodie demeura près de l'entrée du fuselage, observant en silence. Le moindre bruit métallique, la moindre vibration due au vent lui paraissait amplifiée. Sa mémoire auditive était constamment en alerte, cherchant à retrouver ce qu'elle avait entendu 20 ans auparavant. Et puis, c'est arrivé, un son sec, court. Cela vient de l'intérieur. Tout le monde s'est arrêté. Ce n'était pas le vent, ni le mouvement de la glace. Cela provenait de la structure scellée. Laurent leva la main, signifiant un silence absolu. Un autre son. Cette fois, c'est plus clair. Un succès. De l'intérieur vers l'extérieur. Le quart le plus proche a instinctivement battu en retraite. « C'est impossible », murmura quelqu'un. Laurent ne répondit pas. Il s'approcha lentement, observant la surface métallique. Son regard cherchait le moindre signe rationnel. Dilatation thermique, mouvement structurel, n'importe quoi qui puisse l'expliquer. Puis on frappa une troisième fois. Plus fort, suffisamment pour faire légèrement vibrer le métal. Élodie, dehors, ferma les yeux un instant. Elle a reconnu ce schéma. Ce n'était pas aléatoire. C'était intentionnel. « Il y a quelqu'un là-dedans », dit-elle en entrant sans attendre la permission.
Laurent se retourna brusquement. « C'est impossible. Il est scellé depuis 20 ans. » Elle n'a pas reculé. « Vous ne l'avez pas entendu comme moi. » Le silence retomba quelques secondes. Mais cette fois, il était différent, chargé d'une tension palpable. Laurent a pris une décision. « Ouvrons. » L'équipe a hésité, mais a obéi. Les outils furent mis en place. L'opération commença par des découpes précises dans les loquets extérieurs. Le métal offrait une résistance inhabituelle, comme s'il était encore sous pression interne. À mesure que l'ouverture progressait, l'air ambiant sembla changer, plus dense. J'ai plus de mal à respirer. Le dernier joint a cédé avec un craquement sec. Le couvercle était partiellement déplacé. Personne ne s'est approché immédiatement. Laurent fut le premier. Il illumina l'intérieur avec une lampe de poche, et il resta immobile. Pendant 1 seconde, c'était trop long. « Est-ce vide ?» demanda quelqu'un d'une voix tendue. Laurent n'a pas répondu. Il recula d'un pas. « Non !» Les autres s'approchèrent un par un. L'intérieur n'était pas vide, mais je n'étais pas aussi occupé que je l'avais imaginé non plus. Les parois intérieures présentaient des marques profondes, rayures, rainures irrégulières, concentrées principalement dans la zone de sortie, et au fond, un objet petit. Un enregistreur vocal, analogique, du type de ceux utilisés dans les cabines comme système de sauvegarde informel. Laurent le ramassa avec précaution. L'appareil était étonnamment bien conservé. À côté, un petit ruban était encore attaché. « Cela ne figurait pas dans le rapport de charge », a déclaré l'un des techniciens. « Ça ne devrait même pas être là », répondit Laurent, en essayant déjà d'ouvrir le compartiment à cassette. Élodie s'approcha, visiblement tendue. « Si c'était là, alors quelqu'un l'a mis là après le décollage. » Laurent ne répondit pas. Il inséra la cassette dans un lecteur portable apporté par l'équipe. Le son a mis quelques secondes à apparaître. Tout d'abord, juste statique, puis la respiration. Lourd, irrégulier. L'enregistrement était trop net pour quelque chose qui aurait dû rester secret pendant des décennies. Une voix s'est fait entendre. C'était masculin, probablement le copilote. 3h17 du matin, je ne sais pas ce qui se passe. Ce n'est pas dans le manifeste. Bruit de fond. Métallique, rythmique, les mêmes rythmes. La voix continua, maintenant plus vite. Le compartiment s'ouvre tout seul. Ce n'est pas un problème de pression. Ce n'est pas un dysfonctionnement. Un autre son. Plus près. Plus haut. Comme quelque chose qui bouge. De l'intérieur. « Marc, tu dois voir ça. » L'enregistrement a échoué pendant 1 seconde. Puis, il est revenu. Mais pas avec la même voix. Ce qui a suivi n'était pas une communication claire. C'était une tentative. Un son guttural et forcé, comme si quelque chose essayait de reproduire le langage sans en comprendre le fonctionnement. Toute l'équipe s'est figée. Élodie porta sa main à sa bouche. Laurent a éteint l'appareil. Le silence qui suivit fut absolu. Dehors, le vent se levait. À l'intérieur, personne ne bougeait. Puis, l'un des techniciens prit la parole, presque à voix basse. « Si cela vient d'ici, » personne n'a terminé la phrase. Mais ils pensaient tous la même chose, car une nouvelle variable entrait désormais en jeu. L'avion n'a pas simplement disparu, il transportait quelque chose qui n'aurait pas dû être là, quelque chose qui, selon toute vraisemblance, ça n'est pas resté. La découverte de cet enregistrement a complètement bouleversé la nature de l'enquête. Ce qui était auparavant considéré comme un accident inexplicable est devenu un incident non répertorié, hors du cadre des procédures civiles et possiblement inconnu du public. Moins de 24 heures plus tard, une nouvelle équipe est arrivée sur les lieux, sans identification claire, sans préavis. Ils ne portaient pas d'uniforme réglementaire, mais leur autorité était manifeste. La gendarmerie se retira sans résistance et Laurent reçut des instructions directes. L'enquête serait désormais menée conjointement avec une division spéciale du gouvernement français. Aucun nom n'a été mentionné, que des acronymes. Laurent n'était pas content de cela. Il avait déjà vu des affaires classées de cette façon. Preuves recueillies, rapports modifiés, conclusions simplifiées. Mais cette fois-ci, c'était différent. Quelque chose que même cette nouvelle équipe ne semblait pas maîtriser totalement.
Pendant ce temps, Élodie se mit à repasser mentalement chaque détail de cette nuit de 1983. Le souvenir, jusque-là fragmenté, commença à se préciser. Elle se rappelait la séquence exacte des transmissions, les pauses inhabituelles, les interférences, et quelque chose de plus. Une deuxième chaîne. À ce moment-là, la station a brièvement capté une fréquence parallèle, non enregistrée officiellement. Le signal était faible, presque inaudible, et a disparu quelques secondes plus tard. Elle ne l'avait pas mentionné dans le rapport initial, parce que je n'étais pas sûr. Ça y est, je l'ai eu. Elle tenta de partager ces informations avec Laurent, mais se heurta à la résistance de la nouvelle équipe. L'un des hommes, identifié seulement comme Renard, fit clairement comprendre que toute communication devait passer par eux. « S'il y a quelque chose de pertinent, nous déciderons de quoi il s'agit », a-t-il déclaré d'un ton trop calme pour être rassurant. Laurent n'a pas aimé la réponse, même pas la posture. Malgré tout, il a poursuivi. Au fur et à mesure des fouilles, de nouvelles parties de l'avion ont été mises au jour. Le cockpit, partiellement conservé, a révélé quelque chose d'encore plus troublant. Les commandes étaient en position d'atterrissage, volets ajustés, vitesse réduite, comme si le pilote avait tenté d'atterrir, mais il n'y avait aucun indice. Il n'y avait dans cette région aucun endroit, même vaguement, qui puisse convenir à cela. C'était comme s'il avait été forcé de descendre là. Une autre découverte a eu lieu à peu près au même moment. L'un des techniciens a constaté des marques sur l'extérieur du fuselage, près de la soute. Il ne s'agissait pas de dommages typiques dus à un impact ou à l'usure liée aux intempéries. Il s'agissait de marquages linéaires, parallèles, trop réguliers pour être naturels, comme si quelque chose était sorti de l'intérieur vers l'extérieur. Les tensions entre les équipes ont commencé à s'intensifier. La division spéciale souhaitait accélérer le bouclage de la zone et récupérer les éléments les plus importants. Laurent insistait pour que tout soit documenté avant toute intervention. Chaque détail pouvait être la clé pour comprendre ce qui s'était passé. Face à cette impasse, Lisa Berger, l'alpiniste qui a découvert le fuselage, est retournée sur les lieux. Elle n'aurait pas dû être là. Mais il connaissait la montagne mieux que quiconque, et il avait apporté quelque chose avec lui. Une photographie, prise le jour de la découverte. Au premier abord, rien d'extraordinaire. L'équipage, le fuselage partiellement exposé, la glace tout autour. Mais lorsque l'image fut agrandie, un détail apparut. Une marque dans la glace, à quelques mètres derrière le fuselage. Un sentier, pas des pas humains, mais c'est long, irrégulier. Long, se diriger vers une zone qui n'a pas encore été fouillée. Laurent analysa l'image en silence, puis il contempla le paysage. La zone indiquée était encore recouverte d'une épaisse couche de glace. Renard a tenté de minimiser l'incident. Il pourrait s'agir d'un déplacement naturel, la glace qui bouge. Lisa a répondu avant Laurent. « Non, ce n'est pas ça. J'ai grandi ici. Ce n'est pas le mouvement d'un glacier. » Le silence revint. Mais maintenant, il y avait une direction. Laurent a ordonné les fouilles dans cette zone. L'équipe s'est mise au travail immédiatement, en retirant les couches de glace compactées qui s'étaient accumulées au fil des décennies. Le processus était lent, mais chaque centimètre révélait plus qu'il n'y paraissait. Tout d'abord, de plus petits fragments de métal. Ensuite, le tissu, élément d'un uniforme, congelé, intact. La respiration collective a changé, ils ont continué. Encore quelques centimètres, et puis ils ont trouvé le corps, ou ce qu'il en restait. Il était membre de l'équipage. Mais quelque chose clochait. La position ne correspondait pas à une tentative de fuite chaotique. Le corps était orienté d'une manière particulière, comme s'il avait été traîné là, puis abandonné. Et ce n'était pas tout. Les mains. Ses ongles étaient abîmés, comme s'il avait essayé de creuser dans la glace, ou pour se défendre. Mais il n'y avait aucun signe évident d'une attaque extérieure. L'expression figée de son visage traduisait quelque chose de difficile à définir. Ce n'était pas seulement de la peur, c'était le chaos, comme si, dans ces derniers instants, il n'avait pas compris ce qui se passait. Élodie ne put chercher très longtemps. Laurent se rapprocha. Il observa l'uniforme. Il y avait quelque chose dans la poche intérieure.
Il la retirait avec précaution, un morceau de papier plié, conservé par la glace. Cela s'est déroulé lentement. L'écriture était tremblante, mais lisible. Quelques mots. Ne le laisse pas sortir. Laurent lut en silence. Puis il regarda le fuselage, puis direction la piste de glace, et enfin la zone qui n'a pas encore été fouillée au-delà du corps. Si c'était un avertissement, ils avaient déjà 20 ans de retard. La phrase trouvée sur le copilote « Ne lâche pas l'affaire » cessa d'être un simple détail inquiétant et commença à guider toutes les décisions suivantes. Laurent ne voyait plus cela comme un accident à expliquer, mais comme un événement interrompu, ou qui avait échoué. Et si cela échouait, quelque chose restait en suspens. Les travaux d'excavation en direction du sentier s'intensifièrent, malgré la résistance directe de Renard et de son équipe. Leur argument était clair. Il fallait retirer les matériaux principaux et fermer le site avant que l'instabilité du glacier ne compromette tout. Mais Laurent a insisté. Si quelque chose est tombé de cet avion, alors c'est le seul indice dont nous disposons. Renard observa pendant quelques secondes avant de répondre. Ou c'est précisément la raison d'arrêter. L'impasse n'a pas duré longtemps. Aux premières heures du matin, des capteurs installés près de la zone de fouille ont enregistré un changement de température brutal. Faible, certes, mais situé précisément là où semblait mener la piste. La glace y était plus fine qu'ailleurs. Et plus chaud. Sans autorisation officielle, Laurent a pris la décision. Continuer. Les équipes travaillaient sous un éclairage artificiel, taillant la glace en blocs précis. Le silence de la montagne, la nuit, rendait chaque son plus perceptible. Le martèlement des outils, le craquement de la glace. Et parfois, autre chose. Un sujet dont personne ne parlait, mais tout le monde écoutait. Élodie resta près d'elle, incapable de se détacher. Un sentiment de familiarité grandissant l'envahit, comme si elle revivait quelque chose qu'elle n'avait jamais vu, mais que son corps reconnaissait. Lorsqu'ils atteignirent enfin une couche plus profonde, la texture de la glace changea. Plus translucide, moins compacte. Et puis il est apparu. Ce n'était pas du métal, cela ne faisait pas partie de l'avion. C'était bio, une forme irrégulière, partiellement prise dans la glace, aux contours ne correspondant à aucun corps humain connu. L'équipe s'est immédiatement arrêtée. Personne n'avait besoin de donner l'ordre. Laurent s'approcha lentement, la lampe torche tremblant légèrement dans sa main. La surface de l'objet semblait altérée, ni complètement solide, ni complètement dégradée, comme figée en plein processus. Il n'a pas joué, mais il réalisa quelque chose. Mouvement. Quasiment imperceptible. Comme une légère contraction, il s'est immédiatement retiré. « Tenez tout le monde à distance », dit-il, pour la première fois avec une réelle urgence dans la voix. Renard s'avança, ne faisant plus aucun effort pour dissimuler sa tension. « Qu'est-ce que c'est » Laurent répondit sans quitter la forme des yeux. « Je ne sais pas. » Élodie s'avança. Elle était pâle. « J'ai déjà entendu ça. » Tous les regards se tournèrent vers elle. Ce n'était pas seulement le rythme, il y avait autre chose derrière, comme deux couches sonores, l'une qui essayait de sortir, l'autre qui la retenait. Le silence devint encore plus pesant. À ce moment-là, l'un des appareils de lecture a commencé à émettre une alerte continue. La température dans la zone augmentait rapidement. Trop rapide, la glace autour du moule a commencé à présenter des micro-fissures. Des craquements secs se répandirent dans tout le pâté de maison. Renard prit la décision qu'il avait évitée jusqu'alors. Arrêter tout, boucler la zone, immédiatement. Mais il était trop tard. Une fissure plus large s'ouvrit, traversant la surface gelée. Et puis on a entendu le son, faible, irrégulier, mais indéniable. Le même schéma d'enregistrement, rythme, de l'intérieur. La chose sur la glace a bougé à nouveau. Cette fois, ce n'était pas subtil. Voilà la réponse. L'équipe a instinctivement battu en retraite. Certains ont trébuché, d'autres sont restés figés sur place. La frontière entre enquête et menace avait été franchie. Laurent a ramené Élodie en arrière. Ce n'est pas un sauvetage. Ça n'en a jamais été un. La glace continuait de céder.
De petits fragments commencèrent à se détacher, dévoilant davantage la structure ou le corps qui y était emprisonné. On pouvait désormais distinguer des parties ressemblant à des articulations, mais sous de mauvais angles. Rien ne semblait complet ou naturel. Renard sortit un communicateur et parla rapidement, en utilisant un langage codé que personne ne comprenait. Son calme habituel avait complètement disparu. Équipe de confinement, maintenant. Mais le temps n'était plus de leur côté. Avec un craquement plus fort, une partie de la glace céda complètement. Et quelque chose s'est détaché. Ça n'est pas sorti complètement. Mais il a changé de position, comme s'il s'était réveillé. Le son s'est arrêté une seconde, puis il est revenu. Plus fort, plus près. Élodie mit ses mains sur ses oreilles. Ce n'est pas du son, c'est une tentative. Laurent la regarda. De quoi? Elle a répondu sans hésiter. À copier. À ce moment-là, l'enregistreur vocal, toujours entre les mains d'un des techniciens, s'est allumé tout seul. Le tournage a commencé, aucun contrôle. Aucune source d'alimentation externe apparente, et la voix revint. Mais ce n'était plus le volant du copilote, c'était différent, instable, motif répétitif, des fragments de mots déjà entendus. Ne le laisse sortir, l'intonation était incorrecte. Comme s'il apprenait, la panique a finalement fait s'emparer de l'équipe. Renard cria des ordres, Laurent essaya de garder le contrôle. Mais la situation était devenue incontrôlable, car désormais une certitude incontestable s'imposait, impossible à ignorer. Ce qui était emprisonné dans cette glace n'était pas seulement un vestige du passé, c'était quelque chose auquel je m'attendais. 20 ans. Et le dégel n'a pas seulement révélé l'avion. Cela a révélé quelque chose qui n'aurait jamais dû être découvert. Et cela, à en juger par toutes les indications, il était sur le point de terminer ce qu'il avait commencé en 1983. La première erreur a été d'hésiter. Pendant quelques secondes cruciales après la rupture de la glace, personne ne savait exactement comment réagir. L'esprit humain cherchait encore à l'intégrer à une logique connue. Accident, contamination, phénomène biologique. Mais rien ne convenait. Et pendant qu'ils essayaient de comprendre, il a réagi. La forme partiellement exposée dans la glace ne se déplaçait pas comme un organisme normal. Il n'y avait ni déplacement direct, ni tentative immédiate de fuite. Il y avait plutôt une adaptation. Le son s'est complètement arrêté. Silence absolu. Comme s'il observait. Apprentissage. Renard fut le premier à reprendre le contrôle opérationnel, quoique de façon abrupte. Évacuation immédiate. Isoler la zone dans un rayon de 50 mètres. L'équipe commença à battre en retraite. Mais le terrain accidenté et la glace instable rendaient tout déplacement rapide difficile. Le matériel fut abandonné. Les lignes de sécurité furent ignorées. L'instinct de fuir l'emporta. Laurent, cependant, ne bougea pas immédiatement. Ses yeux étaient fixés sur l'ouverture. Il a remarqué quelque chose que les autres n'ont pas vu. La structure avait changé. Pas physiquement évident, mais j'en ai envie. Comme s'il s'agissait de réorganiser des pièces internes. Il recula d'un pas. Pour la première fois, non pas par le biais d'une analyse, mais par peur. L'enregistreur continuait d'émettre des sons irréguliers. La voix déformée répétait des fragments de plus en plus cohérents, ajustant le rythme, les pauses, l'intonation. Ne le laisse sortir. Après, laissez sortir. Ce revirement a paralysé Élodie. Il apprend de nous, dit-elle d'une voix tremblante. À ce moment-là, l'un des techniciens les plus proches de la zone a glissé en reculant. Son pied a traversé une fine couche de glace et il est tombé sur le côté, glissant sur plusieurs mètres et s'arrêtant dangereusement près de l'ouverture. Il essaya de se lever rapidement, mais quelque chose a changé. L'air ambiant semblait plus lourd. Il prit une profonde inspiration. 2. À la 3e tentative, ça a calé. Son corps se raidit. Laurent s'en est rendu compte avant les autres. « Lève-toi, maintenant !» Mais l'entraîneur n'a pas répondu. Ses yeux étaient fixés sur l'ouverture. Et puis, il prit la parole, de leur propre voix, mais pas avec ces mots. « Marc, tu dois voir ça. »
C'était la phrase extraite de l'enregistrement, exactement pareille, même intonation, même rythme. Élodie recula immédiatement. Ne vous approchez pas de lui, mais il était trop tard. L'entraîneur tourna lentement la tête. Le mouvement a été retardé. C'est comme s'il fonctionnait avec une petite erreur de synchronisation. Il tenta de faire un pas. Cela a échoué. Corrigé. Puis il s'est mis à marcher dans la mauvaise direction. Pas loin. Mais revenons-en au sujet. Pour la chose sur la glace. Renard a réagi rapidement cette fois-ci. Retenez-le! 2 hommes s'avancèrent et empoignèrent l'entraîneur avant qu'il ne puisse s'approcher davantage. Il résista, mais sans violence, avec persévérance. Répétez les mouvements, ajustements, apprentissage. Laurent s'approcha, tentant d'établir le contact. Tu m'écoutes? Aucune réponse. Encore une phrase. Différent. Nouveau. Non. C'était vide. L'enregistreur a répété la même phrase quelques secondes plus tard, comme un reflet ou une confirmation. L'équipe a subi une dépression nerveuse. Il n'existait aucun protocole pour cela. Il ne s'agissait pas d'une contamination courante. Ce n'était pas un comportement humain. C'était une réplication, mais incomplet. Encore, Renard a pris la décision finale. Retrait total. Immédiatement. Nous allons boucler cette zone. Mais alors qu'il battait en retraite, un dernier détail changea tout. La chose sur la glace a bougé à nouveau. Cette fois, pas seulement en interne. Une partie s'est déplacée hors de la fissure. Petit, mais ça suffit. Et là où la glace s'est brisée, quelque chose a été mis au jour. Une surface qui réfléchit la lumière de manière irrégulière. Comme la peau, mais pas exactement. Laurent est vivant, et il avait compris quelque chose que personne n'avait encore verbalisé. Il n'essayait pas de forcer le passage, ce n'était pas nécessaire. J'attendais que quelqu'un s'approche suffisamment, pour mieux copier, pour mieux apprendre, à compléter. Alors que l'équipe s'éloignait, emportant l'entraîneur dans un état second, l'enregistreur s'est finalement arrêté, la bande s'est bloquée. Silence, mais pas pour longtemps. Car, au loin, déjà à l'extérieur du fuselage, un bruit se fit à nouveau entendre, cette fois à l'extérieur de l'avion. Un succès, sec, rythmique, réponse donnée par quelqu'un d'autre, plus loin. Un instant, la montagne entière sembla vivante, et Laurent remarqua quelque chose qui le glaça encore plus que l'atmosphère elle-même. Peut-être que cette chose n'a jamais été seule. La descente de l'équipe fut désorganisée, trop rapide pour permettre une planification adéquate. L'entraîneur blessé fut maintenu par des moyens de fortune, mais n'opposa aucune résistance violente, seulement des mouvements répétitifs, des tentatives constantes pour réajuster son corps, comme s'il apprenait à le maîtriser. Laurent observa tout en silence. Jusqu'alors, sa démarche avait toujours reposé sur la logique, les preuves et la reconstitution des faits. Mais à présent, il était confronté à une situation qui non seulement bouleversait les schémas établis, mais en créait de nouveaux, en temps réel. Et cela nécessitait un changement. Il ne s'agissait plus de comprendre ce qui s'était passé en 1983. Il s'agissait d'empêcher que cela ne se reproduise, ou pire, que cela continue de se produire. À leur arrivée à la base temporaire installée à quelques kilomètres de là, la situation s'était déjà aggravée. Le technicien était isolé dans une unité thermique, sous surveillance constante. Un équipement de fortune permettait de contrôler ses signes vitaux, mais les données étaient incohérentes. Rythme cardiaque irrégulier, température fluctuante et quelque chose de plus. Normes, répétition. Comme si le corps cherchait à trouver un état correct. Élodie restait à l'extérieur de l'unité, incapable de s'en approcher à nouveau. Mais son esprit fonctionnait plus vite que jamais. Elle ne considérait plus le son comme du bruit. Je pensais comme au langage. Il ne s'agit pas simplement de copier, dit-elle, alors que Laurent s'approchait. Il s'agit d'adapter jusqu'à ce que cela ait du sens. Laurent croisa les bras, regardant à l'intérieur de la tente isolée. Alors pourquoi répéter des phrases incomplètes? Elle a répondu sans hésiter, parce qu'il ne comprend toujours pas le contexte. Cette idée a tout changé. S'il fallait du contexte, il fallait le faire connaître. Contact. Temps. Laurent prit une profonde inspiration.
et il a pris la décision la plus difficile jusqu'à présent. Alors arrêtons de lui en donner. Élodie fronça les sourcils. Comme. Il répondit, tout en se dirigeant déjà vers l'équipe. Isolement total, aucun son, aucune interaction, aucun point de repère. Renard apparut peu après, visiblement agacé. Vous n'êtes pas responsable de cela. Laurent se tourna vers lui, abandonnant enfin sa posture diplomatique. Si vous continuez à le traiter comme un objet, vous en perdrez le contrôle. Il apprend. Le silence qui suivit fut tendu. Mais Renard n'a pas immédiatement répondu, car, au fond de lui, il l'avait déjà compris, lui aussi. Le confinement a commencé. L'unité où se trouvait l'entraîneur a été rapidement aménagée. Insonorisation improvisée, communication uniquement par signaux visuels indirects, interdiction des conversations rapprochées. Même les déplacements de l'équipe ont été réduits au minimum. Durant les premières heures, rien n'a changé. L'entraîneur répétait sans cesse les mêmes schémas. Mouvement, respiration, ajustement mineur, mais sans nouvelles phrases. Aucun nouveau comportement, comme si quelque chose avait été interrompu. Élodie observait attentivement. « Ça ralentit », a-t-elle dit. Laurent acquiesça. Sans encouragement, il n'y a pas de progrès. Mais alors, le problème est apparu. Tôt le matin, un des capteurs externes a détecté un mouvement près de la zone isolée. Dans un premier temps, on a pensé qu'il s'agissait simplement de mouvements de glace ou de vent, jusqu'à ce que le schéma se répète. Rythmique, intervalle. Les mêmes rythmes, hors de la base. Laurent fut immédiatement convoqué. En partant, il trouva l'équipe rassemblée, fixant l'obscurité au-delà des lumières. Le son provenait de plusieurs endroits, pas simultanément, mais dans l'ordre, comme la communication. Renard parla doucement. Cela ne se limite plus à la région. Élodie est arrivée peu après, et il écouta. Ses yeux s'écarquillèrent. Ils essayèrent de se retrouver. Laurent en ressentit tout le poids, s'il y en avait plus d'un. L'événement de 1983 n'a donc pas été un confinement total. Il a été retardé. Et maintenant, le dégel inversait la tendance. Il a pris une décision finale. Nous reviendrons. Renard a réagi immédiatement. Absolument pas. Laurent garda un regard fixe. Si c'est là que le problème sur la glace prend racine, nous devons l'arrêter là. Ici, nous ne faisons que réagir. Le conflit entre les deux a atteint son point de rupture. Mais cette fois, Laurent n'a pas reculé. Il n'était plus seulement l'enquêteur qui tentait de comprendre. C'était quelqu'un qui reconnaissait que la compréhension ne suffirait pas. Il fallait agir, même sans toutes les réponses. Élodie s'avança. « Je viendrai avec toi. » Laurent la regarda un instant, et il hocha la tête. Car désormais existait une clarté qui n'existait pas auparavant. Ce n'était pas un accident, c'était un processus, et ils étaient au cœur de tout ça. Ou alors, ils interrompraient maintenant, ou bien elle ferait partie de l'étape suivante. La décision de retourner au fuselage a été prise avant l'aube. Aucune annonce officielle. Sans autorisation complète. Laurent n'a rassemblé que l'essentiel. 3 techniciens, du matériel de confinement thermique et un éclairage portatif. Élodie l'a accompagné, malgré les protestations silencieuses de certains membres de l'équipe. Renard ne l'a pas arrêté, mais il n'approuvait pas non plus. Il s'est contenté d'observer, comme s'il préparait déjà une autre riposte. L'ascension était différente de la première, plus calme. Plus lourd, les sons qui semblaient auparavant isolés étaient désormais présents tout au long du parcours. Des rythmes espacés, émergeant de points distincts de la montagne, jamais 2 fois de suite au même endroit. Ce n'était pas aléatoire, c'était une question de coordination. Élodie marchait juste derrière Laurent, complètement concentré. Il ne se contente pas d'imiter, il teste la distance, dit-elle, presque à bout de souffle, comme s'il cartographiait l'espace. Laurent n'a pas répondu, mais il accéléra le pas. Lorsqu'ils atteignirent enfin la zone du fuselage, le paysage avait changé. La glace autour de l'ouverture principale était plus fracturée. Les parties qui nécessitaient auparavant des efforts d'excavation étaient maintenant détachées, comme si quelque chose avait agi de l'intérieur vers l'extérieur. Ou de l'extérieur vers l'intérieur. Le fuselage semblait trop ouvert.
La porte latérale, auparavant partiellement verrouillée, était désormais grande ouverte. Laurent marqua une pause d'une seconde. J'observe. Calculateur. Quelque chose s'était passé pendant leur absence. Et ce n'était pas passif. L'équipe est entrée. Avec prudence. L'intérieur était différent. Aucune modification physique apparente. Mais il y avait des signes, nouvelles marques, des changements subtils. Les structures métalliques, ces boîtes, étaient dans des positions légèrement différentes. Certains étaient complètement vides. D'autres, brisés de l'intérieur. Élodie l'a ressenti immédiatement. « Le son a changé », a-t-il déclaré. Laurent se retourna, comme elle ferma les yeux un instant. Avant, c'était une tentative. Maintenant, c'est une réponse. Ce n'était pas bon. Ils ont progressé jusqu'au point de rupture principale, là où la forme de la glace était apparue. Ce qu'ils ont découvert a contraint tout le monde à s'arrêter. Le bloc n'était plus intact. Une grande partie de la glace avait cédé. Et ce qui était piégé là, il n'était plus complet. Des pièces avaient disparu, non arrachées violemment, mais supprimées. Comme s'ils avaient été emportés, ou en cas de déplacement. Laurent en ressentit immédiatement le poids. Il n'est plus en prison. À ce moment-là, l'un des techniciens a pointé le sol du doigt. Marque récent. Ce n'étaient pas des empreintes de pas, il s'agissait de modèles de support, irréguliers, mais ciblés. Je quitte la zone. En entrant dans le fuselage, le silence devint absolu. Ils n'enquêtaient plus sur le lieu d'origine. Ils étaient au bon endroit. Élodie se mit à respirer plus vite. Il utilise l'avion, Laurent comprit, à titre de référence, comme une moisissure, un guide, quelque chose à mieux copier. Avant qu'il puisse réagir, un bruit provenait de l'arrière du compartiment. Pas un succès, c'est pénible. Voilà, contrôlés. Ils se sont tous figés. La lumière des lanternes vacillait légèrement. Le son s'est arrêté. Et puis, une étape, contrairement à avant, plus clairement définie, plus correcte. Laurent leva la lampe torche en direction du bruit. Rien de visible, mais l'espace paraissait plus petit, plus fermé. Comme si quelque chose comblait le vide. Élodie murmura « Il est presque là ». Laurent répondit sans quitter l'obscurité des yeux. « Presque quoi ?» Elle hésita un instant, mais il a dit « presque compréhensible ». À ce moment-là, une des lampes de poche a vacillé, puis il l'a supprimée. Un autre a échoué. L'éclairage a chuté de façon drastique, et dans ce bref instant d'obscurité totale, quelque chose a bougé. Rapide. Suivant. Lorsque la lumière est revenue, l'un des techniciens n'était plus à son poste. Il était quelques mètres devant. Il tourna le dos. Propriété. Laurent sentit son estomac se nouer. « Ne vous approchez pas », dit-il. Mais il était trop tard. L'entraîneur commença à faire demi-tour. Lentement. Comme avant. Mais maintenant mieux. Plus naturel. Presque humain. Quand son visage apparut enfin, quelque chose clochait profondément. Non pas son apparence elle-même, mais son expression. Vide, sans aucune intention de leur part. Et puis il prit la parole. Clairement, impeccable, sans distorsion. Maintenant je comprends. Le silence qui suivit n'était plus un silence tendu. C'était certain. Ils avaient perdu le contrôle. Ce n'était plus ce que j'apprenais. J'en avais déjà assez appris. Et quoi qu'il y ait eu, la glace n'était plus nécessaire. Je n'avais plus besoin de l'avion. Je n'avais besoin que d'une seule chose. Continuer. Laurent serra fermement la lampe torche. Et je savais, à ce moment-là, que ce qui allait suivre ne serait pas de la contrainte. Ce serait une confrontation. Le quart qui les précédait n'a pas avancé immédiatement. Il s'est contenté d'observer. Sa tête était légèrement inclinée, comme s'il analysait des détails invisibles. Son regard balayait chaque visage, chaque mouvement, chaque respiration, absorbant tout avec une précision déconcertante. Laurent l'a remarqué en premier. La copie n'était plus incomplète. Je faisais un choix. « Restez ensemble », dit-il d'une voix basse et maîtrisée. Mais l'environnement n'obéissait plus à la logique des ordres. L'air à l'intérieur du fuselage semblait comprimé, lourd, comme si chaque son était absorbé avant même de pouvoir se propager pleinement. Le silence n'était plus une absence, mais une retenue.
L'entraîneur fit un pas. Parfait. Pas de retard. Aucune correction nécessaire. Humain. Trop. Élodie recula instinctivement. Ne me regarde pas dans les yeux, murmura-t-il. Laurent ne comprit pas immédiatement, mais il détourna le regard juste assez pour remarquer quelque chose de crucial. Lorsqu'il se faisait face directement, le comportement de la chose s'ajustait plus rapidement. Le contact visuel a accéléré le processus. Lumières au sol, ordonna-t-il. Les lanternes furent abaissées, réduisant ainsi le faisceau direct. L'éclairage devint diffus et irrégulier. Tout s'est arrêté, pendant une seconde, comme s'il était en train de recalculer. Mais ensuite, il a souri. Ce n'était pas un sourire appris de façon incomplète. Il était fonctionnel, correct, et c'était pire. « Maintenant je comprends », répéta-t-il, sa voix identique à celle de l'entraîneur. Mais il y avait quelque chose derrière tout ça. Une deuxième couche, quasiment imperceptible, comme si plusieurs sources parlaient en même temps. Laurent a pris la décision. Retraite. Maintenant, l'équipe commença à reculer lentement, en maintenant ses distances. Mais l'espace à bord était limité, et chaque pas semblait réduire leurs options. Les choses ont progressé, pas de précipitation, sans hésitation, et puis quelque chose a de nouveau changé. Le corps a échoué. Un instant. Le bras droit a bougé avec un léger délai, comme lors des premiers instants. La tête a corrigé son angle trop brusquement. Élodie s'en est rendu compte. Il n'a pas fini. Laurent comprit immédiatement. Il y avait tout de même une limite. Il y avait encore un défaut. Et l'échec était synonyme d'opportunité. « Du son », dit-il. Elle avait l'air perplexe. « Il apprend par schéma. Brisons ce schéma. » Sans attendre de réponse, Laurent s'empara de l'enregistreur qui était encore attaché à la ceinture d'un des techniciens. Il appuya sur lecture. L'enregistrement est de retour, chaotique, interrompu, respiration, bruit, dysfonctionnement. La voix du copilote apparaît et disparaît. Tout s'est arrêté net. Le corps a réagi de manière erratique. La tête pencha du côté opposé, puis il l'a corrigé. Puis, cela a de nouveau échoué, comme si deux références étaient contradictoires. Élodie a compris et s'est jointe à eux. Il s'est mis à parler, mais de façon incohérente. Phrases incomplètes, aucune séquence. Cela n'a aucun sens. Changement de rythme, de tonalité, de vitesse. L'équipe, ne comprenant pas encore pleinement le schéma, a suivi le modèle. L'espace était empli de sons décousus, des paroles imprécises. Rythmes irréguliers. L'objet a reculé, pour la première fois. L'organisme a commencé à dysfonctionner plus fréquemment. Mouvements dupliqués, corrections incorrectes, tentatives de synchronisation. Laurent fit un pas en avant. Maintenant, les techniciens ont activé les dispositifs thermiques, dirigeant une chaleur concentrée vers la zone où le reste de la structure d'origine était encore partiellement pris dans la glace. Si cela avait un point d'origine, c'était des ailes. La glace a commencé à céder rapidement sous l'effet de la chaleur intense. L'objet a réagi immédiatement. Un son en sortit, plus humain. Même pas une tentative, mais quelque chose de rude, instinctif. Elle avança rapidement. Cette fois, ce n'est pas parfait. Mais ça suffit. Un des techniciens a été heurté et projeté contre la structure latérale. L'impact a résonné très fort à l'intérieur de l'espace clos. Laurent n'a pas reculé. Il laissa l'enregistreur en marche, en montant le volume au maximum. Le bruit chaotique emplissait la pièce. La chose hésita. Cela a échoué, corrigé. Cela a de nouveau échoué. Élodie a hurlé, pas des mots, juste du son. Haut, irrégulier, ce qui aggrave encore le conflit. La glace derrière a commencé à s'effondrer. La partie restante de la structure, cette forme incomplète, s'est complètement brisée. Et pendant un instant, tout s'est arrêté. La chose s'est figée sur place. Comme si elle avait perdu ses repères. Comme s'il ne savait pas quoi copier d'autre. Qui être? Puis vint l'effondrement. Le corps est tombé, mais pas comme un humain. Désorganisé. Des parties perdent en coordination. Mouvement en boucle et en échec.
comme un système sans fondation, aucune origine. Laurent n'a pas perdu de temps. Maintenant, tous les dispositifs thermiques ont été poussés à leur capacité maximale. La matière organique restante, celle qui maintenait encore le tout ensemble, commença à se décomposer. Ne brûle pas, mais en déconstruisant, comme si elle perdait sa cohésion. Le son final était faible, quasi inaudible. Ce n'était pas une tentative de parler, même pas une copie. C'était imparfait, complet, et puis c'était fini. Le silence revint, mais cette fois, vide, réel. L'équipe est restée immobile pendant plusieurs secondes. Personne n'a parlé, personne n'a bougé. Jusqu'à ce que Laurent finisse par baisser le volume de l'enregistreur. Et il dit, presque sans voix, « C'est terminé ». Mais même pendant qu'il disait, il n'en était pas sûr, car quelque chose sur cette montagne avait attendu 20 ans. Savant et presque réussi. Et la seule raison pour laquelle ils l'ont arrêté, c'est parce qu'ils ont compris un détail à temps. Il n'était pas nécessaire de le détruire. Tout ce dont j'avais besoin, c'était perdre ses repères. La descente de la montagne s'est faite en silence. Contrairement à la précédente évasion, il n'y avait plus de précipitation, seulement de la prudence. Chaque pas était calculé, chaque son analysé. L'équipe transportait non seulement du matériel endommagé, mais aussi le poids de quelque chose qu'aucun rapport officiel ne pourrait décrire pleinement. La zone a de nouveau été bouclée, cette fois pour de bon. Renard prit le contrôle total des opérations dans les heures qui suivirent. Des équipes supplémentaires arrivèrent, des structures de confinement furent installées et tout ce qui restait du fuselage commença à être retiré, pièce par pièce, sans aucune trace écrite ni divulgation. Officiellement, on n'a rien trouvé d'autre que les débris d'un ancien accident. Aucune mention de l'enregistrement, pas un mot sur les structures internes. Et surtout, aucune trace de ce qui est sorti de la glace. Laurent n'a pas objecté, pas directement. Mais il n'a pas coopéré entièrement non plus. Son rapport final était technique, précis et incomplet. Il y décrivait des incohérences structurelles, des anomalies thermiques et d'éventuelles défaillances de communication. Rien de mensonger, certes, mais rien non plus qui s'approchait de la vérité, parce que la vérité n'avait pas de forme acceptable. Élodie est retournée à Lyon quelques jours plus tard, mais rien ne fut plus jamais pareil. Le son ne l'a jamais complètement quitté. Pas comme avant, ni constant, ni intrusif, mais suffisamment présent pour exister en arrière-plan de la perception, comme un souvenir qui refuse de disparaître. Elle s'est mise à écrire. Ceci n'est pas un rapport, mais c'est un record personnel, détaillé, nécessaire, chaque son, chaque motif, chaque changement. Non pas pour prouver ce qui s'est passé, mais pour s'assurer que, si cela se reproduisait, quelqu'un le reconnaîtrait. L'entraîneur qui avait été touché ne s'en est jamais complètement remis. Ses signes vitaux se sont stabilisés, son corps a recommencé à réagir normalement. Mais quelque chose d'essentiel n'est pas revenu. Il parlait, il partait, il a répondu, mais toujours avec un léger décalage, comme si chaque action passait par une couche supplémentaire avant de se produire, comme si c'était encore en train de s'ajuster. Les médecins n'ont trouvé aucune explication. Ils l'ont classé comme un traumatisme neurologique grave. Ils ont classé l'affaire, mais Laurent est venu une dernière fois. Et il s'en est rendu compte. À un moment précis, alors que l'entraîneur pensait être seul, il répéta une phrase à voix basse. « Maintenant, je comprends. » Impeccable, impeccable. Sans émotion. Laurent n'entra pas dans la pièce. Il vient de partir. Des mois plus tard, la zone glaciaire a subi un effondrement naturel. Une partie de la montagne s'est effondrée, recouvrant entièrement le site d'atterrissage initial du fuselage. L'accès est devenu impossible sans opération d'envergure, ce qui n'a jamais été autorisé. L'affaire est officiellement close, archivée, oubliée. Mais toutes les traces n'ont pas disparu. L'enregistrement n'a jamais été retrouvé dans les archives officielles. Mais une copie est restée. Élodie l'a gardée, stockée, ne se reproduisit jamais, jusqu'au jour où, des années plus tard, par hasard,
La bande, déjà abîmée par le temps, se mit à tourner toute seule dans un vieil appareil. Le son était faible, presque inaudible. Statique. Respiration. Silence. Et puis, une voix. Clara. Écurie. Différent de l'original. Ça va mieux maintenant. La bande s'est arrêtée. Il a cessé de fonctionner, mais la sentence suffisait, parce que cela confirmait quelque chose qu'aucun d'eux n'avait été capable de prouver. Cela n'a pas été détruit. Elle a été interrompue. Et peut-être, j'ai simplement appris à attendre différemment. Des années plus tard, un nouveau rapport climatique a indiqué une augmentation inhabituelle de la fonte des glaces dans les régions proches de l'ancienne zone de l'incident. Rien d'alarmant. Rien d'inhabituel pour le marché mondial, mais lors d'une expédition indépendante, un appareil d'enregistrement sonore a capté quelque chose d'étrange sous de profondes couches de glace nouvellement exposées. Ce n'était pas du vent, même pas le mouvement de l'eau. C'était un schéma récurrent, rythmique, intervalle, comme des rythmes. L'enregistrement a été analysé superficiellement et l'hypothèse d'une interférence mécanique a été écartée. Le fichier a été archivé. Rien de spécial. Aucune enquête, mais dans les données brutes, un détail est passé inaperçu. Entre les temps, un intervalle irrégulier, presque comme une pause, presque comme « attendez ». Si cette histoire vous a intrigué, réfléchissez un instant. Et si tout ce qui disparaît ne cessait pas vraiment d'exister, certaines choses attendent peut-être simplement le bon moment pour revenir, ou pour être découvertes. Dites-moi maintenant dans les commentaires, pensez-vous qu'il a été détruit ou qu'il a simplement appris à mieux se cacher? Et surtout, que feriez-vous à leur place? Si vous aimez les histoires de ce genre, pleines de mystères, de suspense et de rebondissements, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Chaque semaine, de nouvelles histoires captivantes vous attendent. Haut de formulaire, bas du formulaire.